Bonjour et bienvenue à ce webinaire du CNCH. Énorme plaisir de l'animer aujourd'hui avec le professeur Ahmed Benis de Casablanca. Bonjour Ahmed. Bonjour Walid. Alors c'est quasiment une tradition parce que l'année dernière, on l'avait fait également et quand on s'était vu il y a déjà plusieurs mois, on avait déjà d'emblée déterminé qu'on ferait ce webinaire et vraiment, c'est un énorme travail. Quand j'ai vu, vous avez beaucoup de chance d'être avec nous en direct. Tu as fait un énorme boulot pour nous résumer les points clés de ce congrès. Merci encore. Merci à toi. Alors, bien sûr, la première question que je vais te demander, parce que vous allez voir que c'est très lourd, très, très chargé. Alors, peut-être commencer par ton coup de cœur. Alors, mon coup de cœur va vers le rein et l'insuffisance cardiaque. Nous avons la possibilité de voir le cœur à travers le rein. Et ça, il y a une très belle étude qui a été présentée par le professeur Girard de France, qui montre clairement que les patients qui décompensent, qui vont en insuffisance cardiaque, en général, ils ont, dans les mois qui précèdent la décompensation, une baisse du débit de filtration glomérulaire, et qui est à peu près de 1,5. Ça a été noté dans Paragon. Et après la décompensation, ils perdent aussi 1,5. Et au cours de la décompensation, c'est à peu près 3 millilitres. Donc, on a décidé de voir est-ce que pendant les mois, les semaines qui précèdent une décompensation, est-ce qu'il y a une baisse du débit de filtration glomérulaire et en post-décompensation. Et on va voir les résultats qui sont extrêmement intéressants. Il y a une perte de pratiquement de 5 points de débit de filtration glomérulaire dans l'étude Ephesus Emphasize. Ce sont des études qui se sont intéressées aux anti-aldostéroniens dans l'insuffisance cardiaque. Et un an après, on a une perte de pratiquement 3,45. Et là où c'est intéressant, c'est-à-dire que pratiquement la baisse du débit de filtration glomérulaire est annonciatrice de la décompensation. C'est comme si c'est un symptôme de congestion, et cette congestion qui va appeler la décompensation. Ça veut dire que il y a une décompensation hémodynamique, rénale, et qui va précéder la décompensation clinique, c'est-à-dire l'hospitalisation. Et là, ce qui est extrêmement intéressant, c'est-à-dire que aujourd'hui, les cardiologues ont l'habitude de voir les patients en insuffisance cardiaque, de les suivre sur la fraction d'éjection, sur le NT-proBNP. Mais regardez cette fenêtre du débit de filtration glomérulaire. Et si vous remarquez que le débit de filtration glomérulaire commence à chuter, c'est annonciateur de mauvais pronostics, en général, d'aggravation, d'hospitalisation. Et donc, aujourd'hui, c'est un élément extrêmement important à surveiller chez les patients et bien sûr dans le suivi de l'insuffisance cardiaque. Donc, c'est clair que l'idée, c'est suivez le NT-proBNP, c'est très bien, suivez l'écho, mais vraiment un indice aussi simple, je trouve ça assez impressionnant, la fonction rénale et le DFG, et ça vous permet de mieux monitorer vraiment vos patients insuffisants cardiaques. Ça a été suivi sur concordant dans 2 études. Il y a des études Ephesus Emphasize avec les anti-aldostéroniens et aussi sur le registre européen barcelonais espagnol, registre de vraie vie, et donc qui sont concordants et les résultats sont tout à fait concordants. On a une diminution du débit de filtration glomérulaire avant la décompensation et après la décompensation, et surtout avant la décompensation. Alors, je comprends que ce soit vraiment ton coup de cœur parce que c'est un message, on va dire, pratique pour tout le monde. Donc, ça, c'est que j'aime bien. Voilà ce qu'il y a à faire. Alors, autre message. Alors, deuxième étude c'est Finerenone, c'est l'étude de la Finerenone. Alors, avec la Finerenone, on a déjà l'étude Fine Arts qui a été communiquée, on en a parlé, de la Finerenone qui est un inhibiteur anti-aldostéronien non stéroïde qui a été testé dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection de plus de 40%, chez des patients qui ont été hospitalisés de façon récente ou ambulatoire, qui ont une élévation du NT-proBNP, qui ont une anomalie structurelle et qui avaient des diurétiques avant la randomisation. Donc, on a exclu les patients qui avaient une hypercalémie plus de 5 ou qui avaient déjà été utilisés, les anti-aldostéroniens. Et puis, on va les randomiser en finérénone. La dose sera de 10 à 40 en fonction des filtrations glomérulaires versus placebo. Et le résultat était positif. Mais maintenant, on va s'intéresser au sous-groupe. Donc, on va rester sur le rein pendant toute la trajectoire de la fonction rénale. Et qu'est-ce qu'on remarque? 3 messages importants. 1, plus le débit de filtration glomérulaire baisse, plus le risque cardiovasculaire de mortalité d'hospitalisation est important. Deuxièmement, le fait que de mettre de la finérénone
quel que soit le débit de filtration glomérulaire, on a les résultats qui sont concordants. Donc, le fait qu'il y a une baisse du débit de filtration glomérulaire ne perturbe pas, n'altère pas les résultats. Troisièmement, c'est le problème de l'hypercalémie, dont l'insuffisance rénale qui est sévère à ce moment-là, c'est le facteur le plus important d'arrêt du traitement. Et donc, il faudrait en tenir compte, en particulier chez les personnes qui ont un débit de filtration glomérulaire bas. Oui, la phénoménale marche, quel que soit le débit de filtration glomérulaire, mais surtout, quand il y a une insuffisance rénale assez avancée, vérifiez la calémie parce qu'on a plus d'effets secondaires. Donc, alors ça c'est parmi les. C'est vrai que la finérénone, on l'apporte, on se bat pour l'avoir parce que je pense que ça va être un élément très important de prise en charge de ces patients au niveau rénal et au niveau cardiaque. Alors, je pense que tu veux nous parler également d'éléments médicaux. Il y a des éléments médico-économiques avec la finérénone ou également à partir des patients américains? Alors, pour la suite, on va essayer de voir est-ce que le fait d'introduire la finérénone très tôt après une décompensation, pendant la période vulnérable de sortie des patients de la décompensation, est-ce que ça réduit les charges? Parce qu'on sait que cette période vulnérable après la décompensation est extrêmement lourde sur la mortalité, sur la morbidité et sur le coût des soins. Et donc, on définit cette fenêtre de tir qui est extrêmement importante en cardiologie, en insuffisance cardiaque, du mois qui suit la décompensation. Et donc, on a pris les patients qui ont été inclus dans Fine Arts et on a vu le sous-groupe qui a été hospitalisé et donc les patients qui ont eu le traitement dans les 7 jours, 0 à 7 jours après la décompensation. Et là, on va voir la réponse au bout de 30 jours, 60 jours et 90 jours. Et ce qui est intéressant, les résultats sont positifs et concordants, c'est-à-dire qu'à 30 jours, 60 jours, 90 jours, quand on introduit très précocement le traitement, on a une diminution des hospitalisations. Et ces résultats vont dans le même sens, par exemple, que Impulse, qui a introduit l'empagliflozine en hospitalisation, c'est-à-dire qu'on a tendance aujourd'hui, dans l'insuffisance cardiaque à fonction systolique préservée, à introduire très précocement les traitements qui sont les traitements qui ont diminué la mortalité et la morbidité, les traitements de fond, et qui vont diminuer l'incidence et l'aggravation des patients, surtout pendant cette période extrêmement dangereuse, vulnérable du premier mois. Et donc, il y a un effet favorable dans l'insuffisance cardiaque à fonction systolique préservée ou moyennement réduite. Décidément, Fine Arts, c'est peut-être l'étude du congrès parce que je vois même qu'ils se sont intéressés aux suspensions, les patients qui arrêtent leur traitement. Exactement. Alors ça, c'est le docteur Vador Kanatan qui a fait Fine Arts, qui a présenté Fine Arts, qui a montré que le fait d'arrêter le traitement, après la fin de l'étude, on a une augmentation des événements beaucoup plus que le placebo. Et ça, c'est extrêmement important. C'est un plaidoyer de ne pas arrêter le traitement. Et c'est exactement la même chose qu'avait remarqué le professeur Parker avec les SGLT2, c'est-à-dire avec l'empagliflozine dans l'étude Emperor. Et donc, on a deux preuves qui sont concordantes. On voit pratiquement les mêmes résultats, que ce soit dans Emperor ou dans Fine Arts. Le fait d'arrêter le traitement augmente le risque de mortalité, de morbidité et d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Donc, les patients, quand ils sortent de la décompensation, il faudrait absolument maintenir le traitement et le maintenir et ne pas arrêter le traitement parce que le fait d'arrêter le traitement, on va payer le tribut d'hospitalisation et d'aggravation. Alors, j'aimerais qu'on quitte cette partie finérénone et qu'on parle peut-être de la carence martiale. Il y avait eu effectivement l'ACC où ils avaient présenté FERHF2 qui était il y avait 3 critères, 2 critères qui sortaient, un critère qui sortait pas, et la méta-analyse également qu'ils avaient présentée à l'ACC qui montrait quand même qu'il y avait un bénéfice, mais c'est pas sur les critères durs. Alors, j'ai vu qu'il y a pas mal d'actualités qui ont été justement présentées à ce congrès. Alors, effectivement, sur FERHF, les patients qui sont en déficit ferrique, c'est-à-dire ceux qui ont une ferritinémie moins de 100 ou ceux qui ont une ferritinémie entre 100 et 300 avec un taux de saturation de la ferritinémie moins de TSAT moins de 20%. Alors, pour ces patients, on a une diminution du critère combiné mortalité cardiovasculaire, hospitalisation, mais qui n'est pas significative. Ça n'atteint pas la significativité. Par contre, on a une amélioration fonctionnelle des critères fonctionnels sur les échelles fonctionnelles qu'on a utilisées. On a une diminution des hospitalisations de 20% et on a une diminution des hospitalisations pour insuffisance cardiaque
en particulier quand le taux de TSAT est moins de 20%, de 21%. Alors, ce qui est intéressant, on a vu deux choses importantes. On a d'abord vu le groupe qui a un TSAT, on s'est intéressé au groupe qui a une TSAT moins de 20%. Et on a remarqué que ce groupe-là, qui progressivement entré dans la définition et dans nos pratiques de tous les jours, les personnes qui ont une insuffisance cardiaque avec TSAT moins de 20%, en général, ce sont les hommes qui ont plus de fibrillation auriculaire, qui ont plus de classe NIA plus avancée, qui ont le NT-proBNP plus avancé, le débit de filtration glomérulaire le plus bas, qui ont la qualité de vie la plus mauvaise, qui ont plus de diurétiques et qui ont plus d'ARNI et GT2. Donc, c'est un groupe qui est à risque. Et on sait donc à la CFA de Belgrade, il y a deux études qui ont été communiquées, dont dans l'insuffisance cardiaque à fonction systolique préservée, plus de 45%, on a vu l'apport du fer oral et du fer injectable. Même chose, ça n'améliore pas le test de 6 minutes et ça ne diminue pas de façon significative la mortalité et hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Donc, premier. Deuxièmement, il paraît, dans les sous-groupes de fer HF, que les femmes bénéficient moins de fer injectable par rapport aux hommes. Donc, c'est l'étude suivante. Et donc, on n'a pas d'explication pour ça et il y aura prochaines études qui vont nous permettre, bien sûr, de mieux comprendre est-ce qu'il y a une différence de sexe spécifique par rapport au fer injectable dans le déficit ferrique. Mais message important, regardez la ferritinémie et même si vous avez une ferritinémie normale, regardez le taux de saturation de fer quand il est moins de 20%, là, il y a matière à faire et matière à faire de la supplémentation en fer pour améliorer essentiellement la qualité de vie des patients. Vraiment, merci parce que ça montre les bénéfices et ça montre les limites du traitement. Je pense que ça quand même apporte une utilité. C'est pour ça que c'est remboursé, par exemple, quand on prend la France et c'est bien sûr le fer injectable et pas le fer oral. Donc, c'est un élément très important. Alors, la deuxième partie de notre session d'aujourd'hui, finalement, s'intéresse finalement au traitement il y a une étude qui s'appelle Titrate-HF qui s'intéresse finalement à la titration des traitements chez les patients nouvellement diagnostiqués d'une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite. Absolument, ça c'est notre coup de cœur. Pourquoi? Parce qu'on a pris, c'est un registre européen qui a pris tous les patients qui avaient de l'insuffisance cardiaque de nouveau, voilà, et donc il a inclus. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? Qu'aujourd'hui, on a avancé dans le traitement, c'est-à-dire pendant 2 à 3 mois, on arrive pratiquement à 60% des patients qui vont avoir la quadrithérapie. Ça, c'est extrêmement important pour l'insuffisance cardiaque de nouveau. Et chose importante, et ça, il ne faut pas l'oublier, c'est qu'au bout de quelques mois, il y a plus de 60% qui ont une fraction d'éjection qui s'est élevée à plus de 40%. C'est énorme. C'est-à-dire qu'il y a un remodelage inverse, en particulier plus jeunes, en particulier les femmes, en particulier ceux qui ont une insuffisance cardiaque non ischémique. Et regarde l'inversion des courbes. On a pratiquement plus de 2 tiers qui montent à une fraction d'éjection, plus de 40%. Quand on le veut, on le peut. C'est titrate, c'est insuffisance cardiaque à fraction d'éjection, moins de 40%, de nouveau. Et donc, c'est un plaidoyer, encore une fois, et on insiste là-dessus, de mettre les patients sous traitement. Quand on le veut, on le peut. Et regarde les courbes, c'est qu'au bout de 6 semaines, on a 47% des patients qui ont la quadrithérapie, et au bout de 12 mois, on a 64%. Alors, le problème, c'est que la vitesse avec laquelle, au bout d'un an, s'essouffle un peu, donc il faut encore travailler. C'est ce dont on a parlé tout à l'heure, de former plus de personnel, de gens qui s'occupent de l'insuffisance cardiaque, en particulier à distance, l'infirmier qui va s'occuper, spécialiste d'insuffisance cardiaque, à bien sûr optimiser le traitement. Mais le constat reste, c'est que, tu vas voir sur la diapositive, au bout d'un an, il y a uniquement 1% des patients qui sont à la dose optimale. Donc ça, c'était la diapo juste avant. Regarde, au bout d'un an, les patients qui sont à la dose de plus de 100%, 1,2. Et donc, il y a encore du travail à faire. Et donc, je suis optimiste. En tous les cas, c'est une très belle étude qui a été publiée dans l'European Heart, qui est une étude hollandaise et qui est extrêmement optimiste par rapport au traitement, en particulier pour l'insuffisance cardiaque de nouveau. Et puis surtout, on voit les résultats de notre travail. Quand vous avez un patient qui a une insuffisance cardiaque qui montre qu'il y a une fraction d'éjection de plus de 40%, on a pratiquement une nouvelle pathologie. On a pratiquement fait sortir un patient
d'une pathologie grave vers une pathologie beaucoup moins grave et un meilleur pronostic. Alors, ça m'amène à la discussion sur finalement l'inertie thérapeutique. Et il y a une très belle étude qui s'appelle OptiArm qui a été présentée également au congrès. Exactement, ça c'est l'étude italienne. Et dans cette étude italienne, tu as la répartition essence cardiaque fraction réduite, 20% moyennement réduite et 23% de préservés. Et tu vois un peu la tendance des traitements bêta-bloquants qui montent. Les GLT2, il y a une vitesse de progression assez impressionnante des GLT2. Mais le problème, c'est à droite, c'est-à-dire sur ces fameux camemberts où tu vois qu'il y a pas mal de patients, un pourcentage assez impressionnant de patients qui n'ont ni EC, ni ARA2, ni bêta-bloquant, ni GLT2 pour une raison qui n'est pas du tout rationnelle et scientifique. Et par exemple, 71% des patients qui n'ont pas eu d'IEC ou d'ARA2, on n'a pas d'explication rationnelle. Et donc, c'est une inertie qui se passe au niveau du médecin. Et cette inertie, il faudrait absolument la combattre par une meilleure formation, par une adaptation et par le suivi des recommandations. Et en fait, la manière de s'améliorer, c'est finalement l'application des guidelines. Et c'est notamment été présenté dans ce même congrès, c'est-à-dire quand ça suit des publications, des recommandations. Absolument, on le voit clairement. Regarde ces données norvégiennes qui montrent clairement que depuis la recommandation de 2021, la tendance à la prescription d'IEC a toujours été bonne. On regarde la montée des bêta-bloquants, la montée des anti-aldostéroniens et la montée des SGLT2 de façon impressionnante. Et qu'est-ce qu'on gagne? On a une diminution des hospitalisations. Certes, la mortalité ne baisse pas, mais on a une diminution drastique des hospitalisations. Et quand on sait qu'une hospitalisation, ça coûte dans la vie des gens, c'est-à-dire quand on est hospitalisé pour une décompensation d'insuffisance cardiaque, on paye le prix et on a plus de morbimortalité. Donc, appliquant les recommandations, et un traitement non pris, c'est un traitement qui ne marche pas, et un traitement qui est pris à dose homéopathique ne marche pas. Et d'ailleurs, l'étude suédoise montre que c'est aussi important finalement d'avoir l'implémentation que l'adhérence. Absolument, les deux. Alors, au niveau de la population suédoise, on a une adhérence extrêmement intéressante, 94% des bêta-bloquants, 84%, 14% d'IEC-ORA2, les anti-aldostéroniens 89% et les GT2 94%. Et la persistance est élevée, de l'ordre de 90, entre 85 et 90%. Et donc, on voit que la quadrithérapie, on adhère à la quadrithérapie donc au bout d'un an, dans 85% à l'admission et dans 66% à un an. Donc, c'est quand même encourageant. Il y a du travail encore à faire, mais quand on voit des résultats, ça nous donne encore de l'encouragement pour faire du travail pour optimiser le traitement de l'insuffisance cardiaque. Et un des moyens de l'optimiser, c'est également le suivi à distance, notamment quand les patients sont loin. Et ça, ça a été également présenté. On sait qu'il y a la télésurveillance d'insuffisance cardiaque qui est très importante. Il y a l'éducation thérapeutique qui est très importante, le rôle des infirmières qui est très important. Et là, on a également ce Team HF2 qui s'intéresse justement en fonction si on est urbain ou rural. Absolument. Alors, tu sais, quand on vit dans une ville à côté du cardiologue, ou quand le patient vit dans une ville à côté du cardiologue, le pronostic est meilleur partout. Mais le fait de suivre les patients à distance avec une télésurveillance, ça réduit ce hiatus-là. Et donc, ça diminue la morbimortalité cardiovasculaire. Et là où les investigateurs ont fait fort, c'est qu'ils ont une diminution de la mortalité cardiovasculaire et de la mortalité tout court. Et là, c'est un plaidoyer pour que la télésurveillance fasse une partie intégrante du traitement de l'insuffisance cardiaque parce qu'elle permet de réduire les fractures, de réduire les hiatus, de réduire ce fossé qui existe entre les ruraux et entre les urbains et peut-être même entre les riches et les pauvres et d'avoir plus de disponibilité de traitement et d'avoir plus accès à la connaissance parce que la connaissance permet de sauver des vies. Je fais partie des défenseurs de la télésurveillance d'insuffisance cardiaque qui est remboursée en France et qui, malgré le fait qu'elle soit remboursée, reste largement sous-utilisée parce que les gens ne sont pas organisés, parce qu'il y a différentes limites. Mais je pense que là, ce que tu nous as montré est des éléments très importants.
il n'y a pas besoin d'être obligatoirement rural. Si tu es en région parisienne, tu peux avoir des délais d'attente très importants pour avoir une consultation de cardiologie. Ça, c'est des données qu'on avait démontrées. Donc ça, c'est un élément très important de dépister précocement finalement des anomalies. C'est particulièrement utile. Alors, on va dire un petit mot du Vericiguat quand même, parce qu'ils ont montré, il y avait une étude Velocity. Peux-tu nous en dire un mot? Alors, c'est juste pour l'introduction, l'initiation du Vericiguat. Plus de 9 patients sur 10 tolèrent la faible dose, 2,5 par rapport aux 5 mg. Nous n'avons pas au Maroc encore le Vericiguat. J'espère qu'on l'aura pour les insuffisances cardiaques assez avancées, les insuffisances cardiaques pour chez les patients les plus avancés qui ont des taux de NT-proBNP plus de 4000, 5000, qui sont déjà Voilà, j'ai cru que je t'avais perdu un moment. Alors, peux-tu nous dire un mot? Alors ça, j'ai été un peu perdu en regardant cette slide, donc je te laisse la commenter. Alors ça, c'est chez les patients stables euvolymiques, est-ce que le fait d'arrêter les diurétiques, ça change au niveau sur la dyspnée ou sur la congestion? Et donc, on a pris un faible nombre de patients, 98, qui ont une fraction d'éjection de moins de 50%, qui sont en stade 1-2, qui sont euvolymiques, qui suivent leur traitement, et on a deux groupes. A priori, il n'y a pas de différence entre les deux groupes. C'est-à-dire que le message, que ce soit sur la dyspnée, sur la congestion, ça ne change pas. Le traitement de fond de l'insuffisance cardiaque, ce sont la quadrithérapie. Bêta-bloquant, IEC, ARA2, ARNI, anti-aldostéronien et GLT2. Les diurétiques, c'est quand il y a une congestion. Quand les patients ne sont pas congestifs, c'est plus la peine de maintenir les traitements au long cours et donc ça n'a aucun impact ni sur la dyspnée ni sur la congestion. Alors, DigitHF, quels sont les points clés? Alors, on attend DigitHF, c'est les bases, les caractéristiques de cette étude. Donc, l'avantage de cette étude, c'est qu'elle inclut des patients qui sont mieux traités, des patients un peu plus sévères, avec une insuffisance cardiaque chronique, NIA2 et une fraction d'éjection de moins 30%, ou stade NIA 3 à 4 avec une fraction d'éjection de moins de 40%. C'est digoxine versus placebo. Ça se passe en Allemagne, en Autriche et en Serbie. Et on va voir le temps sur la mortalité cardiovasculaire et les hospitalisations et les aggravations. Alors, cette étude est une étude intéressante parce qu'on a un peu plus de patients par rapport aux différentes études implantés, un peu plus de défibrillateurs, un peu plus de resynchronisation et des patients mieux traités. Et ça nous permettra de savoir cette bonne vieille digitoxine, est-ce qu'elle a toujours une place ou est-ce que c'est sa mort programmée après DIG qui nous avait un peu déçus il y a quelques années? Les paris sont ouverts, les amis. On se retrouve pour les résultats un peu plus tard. Alors, c'est difficile de faire un congrès d'insuffisance cardiaque sans parler d'amylose. Bien sûr, l'amylose, c'est notamment, il y avait le Vutiziran qui avait vraiment apporté des preuves importantes. Et là, il présente des données de suivi à plus long terme avec Helios B. Exactement. C'est Maria Fontana qui a présenté cette très très belle étude. Vétruziran, c'est un médicament contre l'amylose ATTR qui agit par voie ARN interférent. Et cette étude est positive sur tous les critères. Tous les critères, elle est positive. C'est en 2 injections. Une injection 1 J1 et une injection 3 mois après. Et donc, il diminue une diminution de la mortalité cardiovasculaire, des hospitalisations à 42 mois. Donc, on a un plus grand suivi, plus long suivi. Et donc, les résultats sont positifs. Et aujourd'hui, on a aujourd'hui plus de possibilités de traiter ces patients. Et donc, je pense que s'il y a un domaine qui a autant avancé en cardiologie, en insuffisance cardiaque, c'est bien l'amylose cardiaque, grâce à des gens comme Thibaut Damy, comme Maria Fontana et d'autres qui ont fait avancer la connaissance et les protocoles thérapeutiques. Et donc, aujourd'hui, toute la problématique, pour les cardiologues, c'est dépister précocement le diagnostic d'amylose. Et aujourd'hui, on a la possibilité pratiquement, de guérir des patients, non pas de guérir, je dis bien, mais de diminuer de façon extrêmement drastique la mortalité cardiovasculaire, les hospitalisations, les aggravations. Et ça, c'est extrêmement intéressant avec le Vétruziran. On ne l'a pas encore, bien sûr, mais ça ouvre une ère nouvelle d'une nouvelle médecine. La nouvelle médecine, c'est bien sûr tout ce qui est ARN
tout ce qui est anticorps monoclonaux, c'est la médecine de demain. Oui, on a vraiment l'impression que comme déjà ça agit sur un temps d'action beaucoup plus long, que également le mécanisme d'action est différent, que ça bloque l'évolutivité de la maladie, je pense que c'est très intéressant. Alors, ils sont intéressés, une étude qui s'est intéressée à la resynchronisation chez les patients qui ont une amylose. Alors, classiquement, on pensait que ça marche moins bien que chez les patients qui n'ont pas d'amylose. Et en fait, c'est les mêmes résultats pratiquement en termes de réponse. Donc, ce sont des patients généralement qui ont une insuffisance cardiaque, qui sont âgés. Et en général, ils ont une pratiquement même réponse à la resynchronisation. Et on a, bien sûr, les patients qui sont en amylose ont un taux de survie moindre par rapport à ceux qui n'ont pas d'amylose cardiaque. Mais ça marche aussi bien si les critères sont réunis de resynchronisation des défibrillateurs. Donc, il ne faudrait pas hésiter à leur mettre une resynchronisation à défibrillateur. Et une des sous-études qu'ils ont présentées s'est intéressée justement aux patients, on va dire, fragiles, probablement âgés, avec un peu plus de données là cette fois-ci. Alors, il y a plus de 60% des patients qui sont en amylose qui sont fragilités. Donc, quand on utilise des scores de fragilité, on a plus de 60% qui ont cette fragilité, que ce soit au niveau du test de 6 minutes, au niveau de la diminution de la capacité fonctionnelle, au niveau de la présence d'autres pathologies concomitantes. Et en général, ce sont des patients qui ont énormément de comorbidités, qui ont énormément de cofragilité. Alors, pour finir avec l'amylose, il y a un autre médicament qui s'appelle Aficamten qu'on avait présenté d'ailleurs, c'est Koya. Et ça, cette fois-ci, il s'intéresse. Bon, c'est une analyse en sous-groupe de déterminer est-ce que finalement c'est différent en fonction des différences, on va dire, géographiques. L'aficamten, c'est un médicament pour les cardiomyopathies hypertrophiques. Ah, pardon, c'est excuse-moi. un médicament qui va diminuer tout ce qui est inhibé, tout ce qui est relation actine-myosine. Donc, il va diminuer, parce que le primo movens de la cardiomyopathie hypertrophique, c'est l'hypercontractilité. C'est ce qui va favoriser l'obstruction. Et donc, on a l'étude Sequoia qui a été présentée l'année dernière et positive sur tous les critères. Et en particulier, le critère principal, c'est l'augmentation de la VO2 max qui va monter de 1,8. Et là, on va voir, et on fait des échographies à répétition pour surveiller les patients. Et on va voir sur la suivante que c'est positif sur l'ensemble des critères, que ce soit sur les symptômes, sur la capacité d'exercice, sur le remodelage cardiaque, sur le NT-proBNP. Donc, sur tous les symptômes, ça marche. Et donc, le résultat avec l'aficamten est positif et va s'imposer progressivement dans l'arsenal thérapeutique donc, de la cardiomyopathie hypertrophique. Et c'est une excellente nouvelle pour cette pathologie, autrefois qui était mortelle, mais qui est aussi très astreignante sur le plan fonctionnel. On gagne énormément, au moins sur le plan fonctionnel, en attendant des études de survie par la suite. Il y a un internaute qui disait une bonne information sur les diurétiques sont toujours importants devant la congestion. Je pense que ça fait vraiment très bien la transition avec l'étude suivante qui s'intéresse justement à ces patients qui ont donné des diurétiques et finalement à la stratégie de remplacement des fluides. Alors, on ne sait pas comment entraîner une meilleure diurèse. Est-ce qu'on ajoute du sodium ou du glucose? Donc, on fait sur la congestion, sur la décongestion dans l'insuffisance cardiaque. Et on va voir sur la suivante, ce sont 50 patients, c'est que quand on ajoute du sodium, on a une meilleure diurèse, on a une meilleure natriurèse et on a moins d'utilisation de diurétiques. Et donc, ça, c'est drivé par l'inhibition du tube, de l'absorption au niveau du tube proximal du sodium. Et donc, il n'y a pas de compensation par une réabsorption au niveau du tube contourné distal. Et donc, ça serait mieux, c'est une piste, en utilisant du furosémide ou d'autres diurétiques, d'ajouter une perfusion de sérum salé. Ça pourrait relancer la diurèse et donc ça donnerait de meilleurs résultats. C'est intéressant parce que le vrai débat dans l'insuffisance cardiaque aiguë, c'est bien sûr de faire pisser les malades. C'est la décongestion qui pose problème. On se faisait tuer quand on mettait sérum phi plus diurétique. Je vois que finalement, les vérités d'hier ne sont plus celles d'aujourd'hui. Alors justement, il n'y a pas que le furosémide, il y a également l'hydrochlorothiazide, finalement, qui revient là aussi. Alors, c'est l'étude chlorotique qui avait utilisé l'hydrochlorothiazide
c'est une étude espagnole et qui s'intéressait essentiellement à l'hypocalémie. Quand vous donnez un diurétique thiazidique, vous avez plus d'hypocalémie. Donc, c'est clair que vous utilisez l'hydrochlorothiazide avec les diurétiques, vous avez plus d'hypocalémie, surtout lorsque votre calémie de base est moins de 4,3. Mais cette hypocalémie drivée par l'hydrochlorothiazide n'augmente pas le taux de mortalité ni de réadmission. Par contre, chez les patients qui ont le furosémide et l'hydrochlorothiazide, il est conseillé de vérifier la calémie et bien sûr d'ajouter du potassium, une supplémentation potassique. Voilà un peu les données de cette étude. Alors, et également, j'ai trouvé ça, c'est impressionnant le nombre d'études sur les diurétiques. On pourrait croire que voilà, on s'intéresse qu'à des nouvelles molécules. En fait, les diurétiques, et notamment, j'ai trouvé intéressant cette étude qui s'intéresse finalement aux associations également. Alors, je vais la partager ici. Voilà, alcalotique. Alcalotique, c'est plutôt regarder le chlore, le sérum chloride, en particulier chez les patients qui ont des diurétiques thiazidiques et qui ont des diurétiques en plus et qui ont une essence cardiaque aiguë. La suivante, on va voir que les patients qui vont avoir un chlore le plus bas, alors regarde, l'hypochlorémie a été présente dans 15% des patients et 11% ont reçu de l'hydrochlorothiazide associé à un diurétique thiazidique, un diurétique en intraveineuse. Mais on remarque que les patients qui ont le taux de chloride le plus bas, ce sont les patients les plus graves, qui ont des NHA les plus élevés, 3, 4, qui ont plus de diurétique de Lens, tu peux revenir en arrière, et aussi qui ont le sodium le plus bas et qui ont le taux de bicarbonate le plus élevé. Donc, par conséquent, ceux qui ont, c'est comme un marqueur, l'hypochlorémie, c'est un marqueur de, on va dire, de mauvaise réponse et de moins perte de poids sous diurétique. Donc, regardez, la chlorémie, ça peut aider dans le suivi des patients qui ont une insuffisance cardiaque aiguë qui sont sous diurétique. Alors, on va aller maintenant vers les patients finalement les plus graves. Et parmi ceux, ils sont intéressés, une étude qui s'est intéressée aux patients en pré-choc cardiogénique, à une molécule, j'aimerais bien que tu m'expliques comment ça marche, qui s'appelle l'istaroxime, et que tu nous dises un peu c'est quoi l'istaroxime. Alors, c'est une drogue inotrope qui sont utilisées chez les patients qui sont en pré-choc cardiogénique. Et on va voir surtout essentiellement s'il est arythmogène par des haltères rythmiques. Et on va voir l'impact. Tu peux revenir en arrière, s'il te plaît. Alors, on va essentiellement chez les patients qui ont une hypotension persistante de 70 à 100 mm de mercure et qui ont une congestion et qui ont un taux de NT-proBNP à plus de 1400 avec une fraction d'éjection de moins de 40%. La suivante, on voit clairement que donc, quand on utilise ce produit, on augmente la pression artérielle, on diminue la pression capillaire pulmonaire et on n'augmente pas les arythmies qui sont parfois le prix à payer quand on utilise les inotropes sur des terrains un peu fragiles. Donc, c'est une étude de phase 2 et qui commence, donc bien sûr, comme toutes les phases 2, elles sont appelées à avoir d'autres études de phase 3, 4 et on verra par la suite cette histoire et j'espère qu'on pourra voir le bout du tunnel pour ces chocs cardiogéniques. Un mot rapide de la ventilation, c'est les patients qui sont en ventilation mécanique et ils s'intéressent, est-ce qu'on les ventile en pression, enfin on les ventile en général en pression positive, expiratoire positive, mais quel degré de ventilation positive faut-il utiliser? C'est cette étude HELP-AHF qui randomise finalement et qui compare deux stratégies, une stratégie avec des pressions téléexpiratoires élevées et des pressions téléexpiratoires faibles chez les patients en ventilation mécanique. Alors, ce qui sort positif, tu verras sur la position, c'est ceux qui sont à pression plus élevée. Ils sont plus élevés, ça marche mieux, que ce soit en termes d'hospitalisation à 8 jours, que ce soit de mortalité, que ce soit de paramètres ventilatoires. Donc, il vaut mieux mettre des high PIP par rapport à des low PIP. Voilà un peu le résultat de cette étude sur les chocs cardiogéniques, bien sûr, qui gardent un pronostic effroyable. Alors, toujours dans les patients sévères, cette étude s'intéresse au traitement antithrombotique chez des patients qui ont un infarctus et qui ont une assistance circulatoire. Et ils s'intéressent notamment au traitement antithrombotique, notamment à la double antiagrégation plaquettaire. Exactement. Et tu vas voir sur la suivante
que le fait de mettre de la désescalade thérapeutique. Parce que au départ, le premier jour, on met les malades sous AOD plus une bithérapie antiplaquettaire. C'est en rouge. Et progressivement, tu vas voir que cette stratégie va laisser la place à l'AOD plus le monotraitement antiplaquettaire. Alors, sur les phénomènes ischémiques, c'est finalement peu, 8%, 11%, mais toujours le gros problème, c'est l'hémorragie. Donc, on a à peu près 31% qui saignent avec un saignement parfois qui peut être dangereux. Donc, la tendance aujourd'hui, chez ce genre de patients, infarctus myocarde, compliqué de choc cardiogénique, c'est de faire une désescalade le plus rapidement possible du traitement antiplaquettaire parce que n'oublions pas, le risque ischémique est mortel, mais le risque hémorragique peut aussi tuer ce genre de personnes. Et donc, la tendance est plutôt désescalader assez rapidement. Alors, c'est une étude qui s'intéresse aux transplantés cardiaques maintenant. Vous connaissez les GLP1, les agonistes des récepteurs GLP1, les différents récepteurs, et il s'intéresse spécifiquement on va dire, aux patients transplantés. Peux-tu nous en dire un mot? Alors, juste un mot, c'est-à-dire que le GLP1 agoniste n'interfère pas avec les médicaments anti-rejet. Voilà le résultat de cette étude. C'est-à-dire, quand il y a une indication à mettre des GLP1 agonistes, diabétiques ou autres, sémaglutide, dulaglutide, liraglutide, ça n'affecte pas le tacrolimus, le niveau du tacrolimus, c'est pas affecté, il n'y a pas d'induction de montée ou de diminution, donc on peut l'utiliser sans aucun problème. Il y a finalement très peu d'interactions. Et puis, peut-être l'une des dernières études dont on va parler qui concerne les patients finalement en assistance. Et cette étude, qui est l'étude Momentum, à des patients qui ont une insuffisance cardiaque vraiment avancée. Alors ça, ce sont des patients jeunes. On s'est intéressé aux jeunes de deux façons. Soit on a vu l'étude Momentum, qui est une étude menée par Abbott, soit le registre américain UNOS. Et qu'est-ce qu'on remarque? La suivante. Alors ça, on a 2200 sur Momentum et 7613 sur le registre américain. On en a gardé les moins de 50 ans, 400 pour le Momentum et 2333 pour le registre américain. C'est énorme, 2300 LVAD américains. Et ce qui est intéressant, la suivante, regarde le taux de survie. C'est pratiquement une survie de presque, on arrive à 100%. 90% survivent à 2 ans. Qu'avant Propensity et après Propensity Score Match, on a pratiquement les mêmes résultats. Par contre, la suivante, on voit clairement que ceux qui sont en attente payent le prix. On a une meilleure survie avec l'assistance ventriculaire, en particulier chez les sujets jeunes. Et donc chez les patients qui ont besoin d'assistance ventriculaire qui sont jeunes, c'est une excellente opportunité et ça l'offre une survie pratiquement jusqu'à 5 ans, jusqu'à 10 ans, 5 ans qui peut attendre, je pense, jusqu'à 60%. Mais 1 an, c'est 90% minimum de survie, c'est énorme. Alors, on a beau vous présenter les meilleures études du monde, on a beau vous présenter les meilleures molécules, les meilleures recommandations, si vous n'arrivez pas à voir le médecin, si vous n'arrivez pas à voir le cardiologue, vous n'allez pas avoir de bénéfices. Et là, c'est un travail français. Ça montre vraiment que même en France, on va dire, on n'y arrive pas. Et je trouvais ça intéressant de partager ça comme dernière diapositive. Exactement. Plus de 40% des patients n'ont pas vu de cardiologue durant leur suivi pendant 1 année. C'est énorme. Bon, ça laisse à réfléchir. Voilà. Donc, la piste est ouverte. On va terminer ce film sur le fait qu'il faudrait absolument, pour les patients en insuffisance cardiaque, un suivi rigoureux avec leur médecin cardiologue, un suivi à distance. Et bien sûr, aujourd'hui, on a énormément avancé. On l'a vu partout sur la quadrithérapie, sur les comorbidités, sur les cardiomyopathies, sur l'amylose cardiaque, sur l'assistance ventriculaire, sur la transplantation cardiaque, sur le choc cardiogénique. Il y a d'énormes avancées et bien sûr, il faudrait absolument que les patients puissent en bénéficier. Et ça, encore du travail à faire en termes de formation, en termes de présence, en termes de prise en charge. Écoute,
Ahmed, énorme gratitude d'avoir fait cette analyse. C'est un énorme travail, d'avoir passé en revue l'ensemble de ces recommandations. On va vous les résumer en format écrit qui va sortir dans une revue française prochainement. Donc, vous les retrouverez. On partagera ça sur les réseaux sociaux. Merci encore, Ahmed. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous avez été très, très, très nombreux à être en ligne ce soir. Énorme plaisir. Ça sera bien sûr en replay. À très, très bientôt et bye bye. Bye.